parler de ce sujet espiègle que m'a proposé Édouard, thyroïde toxique versus endocrinologue toxique. Alors, je connais des thyroïdes toxiques, je connais aussi des endocrinologues toxiques, mais effectivement, le sujet, c'est... je parlerai de la toxicité des endocrinos côté traitement. Puisqu'effectivement, tu l'as dit, typiquement, c'est des personnes qui ont des hyperthyroïdies infra- ou subcliniques, ou frustes, avec des TSH basses. Alors, je suis désolé pour les radiologues, hein, pour nous, c'est du quotidien. Et c'est dû à deux choses qui sont différentes. Alors, ça m'a permis un peu de refaire mes gammes. Il peut s'agir soit d'un surdosage en T4, c'est ce qu'on appelle l'endocrinologue toxique, puisque c'est exogène. Mais ça peut aussi correspondre au fait que la thyroïde sécrète de façon notamment intermittente. Et là, la toxicité est plutôt endogène. Et l'agenda, comme disent les anglo-saxons, ce dont je vais vous parler, c'est le risque cardiovasculaire de ces deux entités. On verra que ce n'est pas tout à fait la même chose d'être toxique avec le lévothyrox ou d'avoir une thyroïde endogène toxique, et aussi le retentissement sur l'os. Alors effectivement, les craintes qu'on a dès qu'on surdose les personnes, on verra qu'on peut le faire de façon volontaire ou pas, c'est le risque cardiovasculaire, les AVC, éventuellement la mortalité, les fractures, notamment de l'os cortical. On sait que les hormones thyroïdiennes ont un impact principalement sur l'os trabéculaire, mais également cortical. Et puis également la démence, les troubles cognitifs. Enfin, l'hyperthyroïdie, je voulais glisser là, endogène évidemment, peut évoluer vers une hyperthyroïdie dite ouverte, clinique, ça dépend des séries, de 0,7 à 8% des cas. Donc c'est pas négligeable. Un jour, des hypothyroïdies frustes subcliniques peuvent évoluer vers des hyperthyroïdies plus ouvertes. Alors, qu'en est-il du traitement ? Est-ce qu'on peut être toxique ? Est-ce qu'on peut être délétère envers le patient en utilisant la L-thyroxine ? Donc c'est la toxicité exogène. Eh bien, oui, parfois de façon volontaire. Alors, qu'en est-il exactement ? C'est par exemple le freinage. Et j'écoutais tout à l'heure Hervé, et la question que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi ta patiente n'a pas été freinée après la lobectomie, puisqu'en fait la nodularité peut revenir. Donc moi je l'aurais mise un peu sous traitement, ça se discute, mais pour lui éviter dans quelques temps de revenir, bien que le robot soit parfait, de l'autre côté j'aurais bien institué un traitement. Sinon, lorsque la thyroïde est en place, vous savez qu'il y a eu pas mal d'essais randomisés, y compris un essai français, qui a montré que finalement, utiliser la L-thyroxine de façon volontaire permet de freiner la TSH et de diminuer la taille des nodules de quelques centimètres cubes. La question étant, est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque pour faire diminuer un nodule d'1 ou 2 centimètres cubes ? Et c'est pas devant cette noble assemblée d'échographistes interventionnels que je rappellerai qu'il y a d'autres moyens pour faire diminuer les nodules et que c'est peut-être un risque qu'il ne faut pas prendre. Par contre, il y a d'autres raisons d'être toxique, puisqu'on a besoin du freinage. Ce sont les vieilles courbes de Mazzaferri pour les cancers thyroïdiens différenciés. Et on sait que là, le fait de freiner la TSH et prendre un risque concernant la toxicité et les effets collatéraux est bénéfique lorsqu'on regarde la survie des personnes dont on a freiné la TSH versus ceux à qui on n'a pas freiné pour des cancers de la thyroïde. Vous voyez que les deux courbes sont décollées. Mais que depuis les années à peu près 2010, on sait aussi qu'il faut le faire de façon raisonnée. Pour les endocrinologues qui sont dans la salle, dans le diabète, c'est un peu la même chose. On parle de personnalisation de traitement. Eh bien, il en est de même pour les tumeurs. Le freinage n'est pas justifié pour tous les patients. Il faut personnaliser au départ en fonction du pronostic, mais également du pronostic évolutif de ces patients dans le temps. Il y en a qui guérissent, donc c'est plus la peine de les freiner. Le passé de cancer peut s'effacer. Donc il n'est plus justifié actuellement d'exiger un freinage chez tous les patients, de la même façon qu'on n'exige plus une hémoglobine glyquée sous 7% pour tous les patients. Et donc le premier qui avait dit ça, c'était concernant la TSH, c'est Cooper. Dans ses recommandations de 2015, il a clairement dit qu'il faut tenir compte du risque carcinologique d'une part, mais également des autres facteurs de risque, notamment l'âge, les antécédents, le risque de cardiopathie, et puis également l'ostéopénie ou l'ostéoporose. Donc avant de freiner la TSH, il faut tenir compte de tout ça, de façon évidemment à ne pas nuire aux patients. Donc ça, c'est l'utilisation exogène de façon volontairement forte pour freiner la TSH.
Mais il y a eu des études qui ont montré aussi que lorsqu'on regarde dans des populations de façon transversale, donc quand on coupe une population, eh bien, qui prend de la L-thyroxine, quelle que soit sa forme, eh bien, on s'aperçoit que 15 à 40% des patients sont surdosés en L-thyroxine, la moyenne étant à 25%, et 6,8%, c'est-à-dire presque 7%, ont une TSH même effondrée. Donc la TSH basse ou effondrée, on verra que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça fait partie du quotidien des endocrinologues. Quand on utilise ces molécules, ça fait partie du quotidien. Alors lorsqu'on fait ça, qu'en est-il point de vue cardiovasculaire? Ça, c'est des études qui datent des années qui sont déjà anciennes. On sait qu'il y a une gradation. Plus on freine la TSH, et plus on va prendre un risque. Vous voyez, c'est l'incidence cumulée de l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Ici, elle est à 6% lorsque la TSH est supérieure à 0,5, c'est-à-dire dans la zone de normalité. Et elle passe à 21%, même plus, presque 30%, lorsque la TSH est effondrée. Donc quand on regarde par tertile, c'est un risque qui augmente de façon parallèle, corrélée. Alors, quand on regarde, cette fois-ci, non pas les troubles du rythme supraventriculaire, mais plus grave, la mortalité cardiovasculaire chez des personnes qui sont tout de même âgées et puis qui ont une TSH basse, vous voyez leur courbe. Alors, je n'ai pas de flèche, mais là, vous voyez, le plus grave, c'est d'avoir une TSH complètement effondrée. Ce sont ceux qui payent le plus lourd tribut. Et par contre, c'est pas bon non plus, c'est là, d'avoir une TSH élevée. Vous m'entendez pas? Non, non, je vais jouer avec ça. Voilà. Donc en fait, et entre les deux, vous avez la TSH basse, celle qui nous fait le plus peur, qui est la plus fréquente au quotidien, inférieure à 0,4, entre 0,1 et 0,4, mais pas tout à fait effondrée. Et vous voyez que là, c'est pas tout à fait différent de l'euthyroïdie. Donc la TSH basse n'est pas si exogène, j'entends, c'est-à-dire quand on utilise le lévothyrox, n'est pas si méchante. Ce qui est méchant au fond, c'est le fait d'être en hyperthyroïdie, TSH indosable, ou au contraire en hypothyroïdie. Donc c'est là où la mortalité augmente. Mais quand on regarde bien ces études, on a fait une extrapolation exogène, alors qu'en fait ces patients avaient des hyperthyroïdies endogènes. Donc on mélangeait un tout petit peu, on faisait un peu un melting pot de tout ça. Ça c'est une autre étude. Donc, qui vaut surtout par le nombre des patients, là aussi relativement âgés. C'était la conversion en fibrillation auriculaire qui était multipliée par 2, c'est là, chaque fois qu'on était en hyperthyroïdie. Mais là aussi, on a fait une extrapolation de l'endogène, c'était des hyperthyroïdies subcliniques par adénome toxique ou goitre multinodulaire toxique. L-thyroxine ne faisait pas partie de cette étude. Est-ce qu'il y a eu des études spécifiques à l'exogène, à l'utilisation de la L-thyroxine? La réponse est oui. Et vous avez sous les yeux donc une étude qui a été publiée un peu plus tard, en 2007. Là, on s'est dit, c'est peut-être pas les mêmes patients, et notamment lié au fait que la T4, la désiodation se fait différemment. Quand on donne de la T4, on a moins de T3. Et le fait d'avoir une hyperthyroïdie endogène, donc les endocrinos suivent, les autres, on en parlera à la mi-temps, fait qu'on a pas mal de T3, notamment dans le bas dos. Et c'est ça qui augmente le risque. Donc c'est ça qui a laissé penser aux gens que finalement, le pronostic n'était pas tout à fait le même. Et voilà ce qu'il en est de la mortalité, cette fois-ci, donc chez des personnes qui n'étaient que sous L-thyroxine à la baseline. On les a suivis 12 ans, ce qui est quand même pas mal. Et là, aux surprises, vous voyez que le risque, l'odds ratio, le risque est proche d'1, c'est-à-dire neutre. Le fait que ces gens-là soient un peu surdosés n'augmente pas le risque cardiovasculaire. Donc, ce qu'on a vu au départ, la T4 à limite supérieure avec une TSH à 0,12 ne va pas tuer nos patients, notamment âgés, après 12 ans de traitement. Alors, quand on regarde l'analyse en sous-groupe, là aussi, on voit que finalement, quand on utilise la L-thyroxine, finalement, on n'augmente pas trop le risque cardiovasculaire. Par contre, les gens sous-dosés, eux, dont on a classiquement moins peur, c'est finalement pour eux que le risque cardiovasculaire est augmenté.
Alors oui, excusez-moi, en diapo d'introduction, j'ai mis, c'est pas moi Simone Pierce, hein, mais je me suis pas mal inspiré de son topo. Donc moi, je viens pas de Newcastle, je viens de Bordeaux. Mais il a fait un topo à l'ETA et c'est de son topo. L'ETA, pour ceux qui ne sont pas endocrinologues, ça n'a rien à voir avec les Basques. Hein, c'est l'European Thyroid Association, c'est pas le Hyper-Iterax. Donc c'est pas ceux qui mettent les bombes, enfin qui mettaient, je parle à l'imparfait. Donc, alors, ce que ça veut dire, c'est que finalement, l'usage à long terme, et vous avez vu qu'on a des études qui durent 12 ans de suivi, n'affecte pas la morbimortalité cardiovasculaire. Par contre, lorsqu'on utilise la L-thyroxine et qu'on induit une vraie hyperthyroïdie avec une TSH indosable, là, on peut augmenter la morbimortalité. Alors, de façon chiffrée, ça, c'est un suivi de 17 000 patients sur 5 ans, donc paru dans le JCM que vous avez vu probablement passer. Dans cette population, il y avait à peu près 1000 patients qui avaient une TSH complètement dans les chaussettes. Il y en avait un peu plus qui étaient dans la zone grise, entre 0,04 et 0,4, avec la TSH de 3e génération. Et puis, bien sûr, la plupart étaient normaux. Et puis, il y en avait certains qui étaient, donc tous traités par L-thyroxine, certains qui étaient plutôt en hypothyroïdie, plutôt sous-dosés. Résultat des cours sur le plan de la morbimortalité cardiovasculaire et des événements cardiovasculaires majeurs, c'est ce qu'on appelle les MACE, maintenant les endocrinologues connaissent ça, les Major Cardiovascular Events, c'est-à-dire infarctus fatal ou non fatal, AVC. Eh bien, on voit que là aussi, on voit que c'est pas bon d'avoir une TSH élevée. Une fois de plus, on se méfie beaucoup des TSH basses, mais c'est moins bon d'avoir une TSH élevée, c'est moins bon de laisser vos patients en hypothyroïdie. C'est pas bon non plus qu'ils aient une TSH complètement effondrée, avec les dosages de nouvelle génération. Par contre, la TSH qui est fréquemment à 0,2, 0,3 ne va pas surtuer, entre guillemets, vos patients à long terme. On verra la version hausse dans un instant. En résumé, possibilité de risque accru de morbimortalité arythmie pour une TSH élevée ou complètement effondrée, mais pour les hyperthyroïdies frustes où la TSH se situe entre deux os, TSH basse non effondrée, eh bien on n'a pas de surrisque sur ces études. Évidemment, ce n'est pas des études randomisées, c'est des études de cohorte prospectives, mais qui ont de la valeur par rapport au long terme. On va passer à l'os rapidement. Donc on retrouve cette TEER study, donc les 17 000 patients, 4,5 ans. Est-ce qu'ils se tassent plus? Est-ce qu'ils se cassent plus le col du fémur? La réponse est un peu la même que tout à l'heure. Pas vraiment lorsque la TSH est basse. Par contre, c'est pas bon que leur TSH soit complètement effondré. Là, on retrouve ce qu'on disait, c'est que lorsque la TSH est très basse, le risque, vous voyez, est multiplié par 3 à 4, finalement, d'avoir une fracture du col ou un tassement lombaire. Par contre, on retrouve aussi le fait que l'utilisation des hormones thyroïdiennes est différente de l'hyperthyroïdie endogène, elle n'augmente pas le risque. On voit aussi que l'hyperthyroïdie claire, ouverte, TSH effondrée et puis hormones périphériques augmentées, augmente clairement le risque de fracture, notamment chez les femmes ménopausées et éventuellement ostéopéniques ou ostéoporotiques. Alors, pour aller vite, ça permet de résumer les situations. Désormais, il y a des méta-analyses. Alors, les mauvaises langues disent que la méta-analyse est à l'analyse, que la métaphysique est à la physique. Mais néanmoins, sur 13 études prospectives, vous voyez ça, à la force du nombre de patients, 70 000 patients. Là, on a clairement, lorsqu'on ajuste, enfin, tous les autres facteurs étant égaux par ailleurs, eh bien, on a donc là, lorsque les gens sont traités par L-thyroxine, on n'a pas d'augmentation du risque. Donc, en résumé, est-ce que l'endocrinologue traitant peut être toxique avec sa lévothyroxine, son lévothyrox, donc c'est la forme lévogir de la thyroxine, qui a une demi-vie plus longue. C'est obligé, parce que sinon, je fais une aparté pour BAT, l'industrie est obligée de faire la forme lévogir, puisque la forme dextrogir qui est sécrétée par la thyroïde n'a que quelques minutes de vie. Donc la forme lévogir permet de prendre juste un cachet par jour. Alors, j'ai bien aimé cette diapositive, ça fait assez jeune. Tout le monde sous T4, mortalité, fake news, fracture fake news.
entre 0,05 et 0,4, c'est-à-dire hyperthyroïdie fruste lorsqu'on utilise la L-tyroxine, mortalité fake news. Donc on dit, mais c'est pas vrai, on se base en fait sur les mauvaises études d'hyperthyroïdie endogène, fracture fake news. Par contre, lorsque la TSH est effondrée, parfois on est obligé d'effondrer la TSH, mortalité, yes, very bad. C'est pas bon du tout d'avoir la TSH dans les chaussettes, surtout à long terme, surtout à partir d'un certain âge, surtout lorsqu'on a un cœur fragile. La fracture, également, yes, très mauvais. C'est pas bon du tout d'avoir une TSH dans les chaussettes à long terme. Je vais passer rapidement, puisqu'en fait, c'est un peu la même réflexion, mais c'est pour faire la part des choses, à l'hyperthyroïdie endogène, c'est-à-dire la thyroïde toxique, du fait d'adénome toxique ou de goitre nodulaire toxique. Je vais passer rapidement sur cette diapositive qu'on montre en endocrino, notamment pour les étudiants. Je suis désolé de vous assommer ce matin, mais ça montre la relation semi-logarithmique entre la T4 et la TSH. Ça veut dire que lorsque la T4 monte d'un point, la TSH s'effondre d'un facteur 10. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pour ça que je vous parle de TSH, je vous rappelle vos cours de première année rapidement, la TSH, ça vient de l'hypophyse. Donc on se base finalement sur l'hormone hypophysaire pour juger du bon équilibre. Or, dans les études, c'était juste, je faisais une aparté pour les endocrinos, dans la plupart des études, alors voilà, on peut grader un peu, stadifier l'apparition de l'hyperthyroïdie. Le problème, c'est que dans les études, on parle de TSH élevée, normale ou basse, mais les TSH peuvent fluctuer. Les fonctions thyroïdiennes peuvent fluctuer. Et à un an, on voit que 76% des gens qui avaient une TSH basse peuvent revenir dans la zone de normalité. Inversement, un hypothyroïdien peut revenir également dans la zone de normalité. L'exemple de la dysthyroïdie fluctuante étant, par exemple, la thyroïdite, soit des carbones douloureuses, soit du postpartum, par exemple. Par contre, 87% persistent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes ces études de cohorte, il y a un seul dosage de la TSH qui ne suffit pas. Il faut avoir plusieurs dosages avant de conclure à la dysfonction thyroïdienne du patient. Et donc la plupart des études ne font qu'un seul dosage. Alors ensuite, ensuite la TSH, il faut savoir qu'elle décline également avec l'âge. Plus on vieillit, plus la TSH baisse. La T4, elle, donc ça c'est le déclin de la TSH. La T4 reste-elle stable. Par contre, la T3, qui est l'hormone active et qui peut donner de la morbimortalité cardiovasculaire, diminue probablement du fait de la diminution du tissu adipeux, puisque vous savez que la T4 est convertie en T3 dans le tissu adipeux. C'est pour ça que dans les anorexies mentales, notamment, on a le fameux syndrome de base T3, puisque la désiodase adipocytaire n'est plus exprimée. Donc TSH basse dans les études ne signifie pas toujours hyperthyroïdie. Ça diminue avec l'âge. Et puis il y a d'autres causes que vous connaissez des TSH basses. Donc je m'adresse surtout aux endocrinologues. En réanimation de l'euthyroid sick syndrome, c'est-à-dire le syndrome de T3 et de T4 et de TSH basse, du fait de la diminution du tissu adipeux. Donc c'est là où il faut freiner surtout le fait de donner des hormones thyroïdiennes. Il y a aussi les classiques hypothyroïdie centrale. Donc c'est ce que je vous disais, dans la plupart des études, donc tout ce que je vais vous dire dans un instant rapidement, c'est à prendre parfois avec des pincettes, puisqu'il n'y a eu qu'un seul dosage. Néanmoins, dans cette étude sur 10 000 patients en 2004, cette fois-ci, il y avait 2 mesures de TSH suivies à 5,6 ans. Donc on retrouve la morbimortalité cardiovasculaire qui est augmentée. Donc clairement, le fait d'avoir une hyperthyroïdie subclinique avec une TSH entre deux os augmente le risque cardiovasculaire, donc c'est différent de l'utilisation exogène de la T4. On ne fait pas aussi mal aux patients en utilisant le lévothyrox que fait la thyroïde endogène. Ça, c'est une étude qui montre que donc ça a été amené à un peu moins de patients, mais donc ça, c'est l'hyperthyroïdie infraclinique. C'est différent parce que là, il n'y a pas de différence. Par contre, l'hypothyroïdie, une fois de plus, on la retrouve comme étant facteur de morbimortalité cardiovasculaire. Alors que les auteurs voulaient prouver que l'hyperthyroïdie était facteur de risque, ils ont trouvé l'inverse, comme souvent en médecine. C'est l'hypo qui l'est. Pour mettre tout le monde d'accord rapidement, une méta-analyse de 10 cohortes. Donc là, on est du côté du risque. On voit qu'effectivement, l'hyperthyroïdie endogène augmente les événements cardiovasculaires. Il augmente tôt. Il y a sans doute un continuum dès les premiers stades d'hyperthyroïdie. Vous voyez qu'on commence à avoir déjà une surmortalité, sans doute une continuum dans le risque.
Ça veut dire qu'il faut aussi traiter tôt, surtout chez des gens prédisposés, âgés et fragiles sur le plan cardiovasculaire. Rapidement, les fractures. Donc, quand on regarde les études de bonne qualité, de bonne facture, sans jeu de mots, et non pas fracture, eh bien, on voit que la plupart penchent du côté du risque. Alors, ce risque est augmenté au niveau du col, mais également au niveau du radius et au niveau lombaire. Et que là aussi, lorsqu'on regarde en sous-groupe, plus la TSH est basse et plus ce risque augmente. Donc en moyenne, c'est augmenté, mais c'est augmenté surtout si la TSH est effondrée. C'est augmenté aussi lorsque la TSH est en basse entre deux os, mais moins que lorsque la TSH est complètement effondrée. Donc la thyroïde est-elle toxique, et j'en aurai fini. La mortalité, donc pour toutes les, quelle que soit TSH basse ou effondrée, oui, entre les deux, on ne sait pas, je vous dirai juste un mot. TSH entre les deux, oui, c'est mauvais. Les fractures, on ne sait pas trop, sans doute. Par contre, la thyroïde est très toxique, que ce soit sur le plan cardiovasculaire ou sur le plan osseux. Ça, ce n'est pas une fake news, c'est vrai. Donc, il faut savoir traiter les gens. Alors, ils mettent là low TSH. Est-ce qu'on sait point de vue fracture? Donc, il y a un point d'interrogation. Our best guys are working on it. Alors, c'est qui les meilleurs gars? Ah ben, c'est nous. Donc les Français, et notamment l'équipe Guacho, là, où on a lancé, peut-être que certains d'entre vous ont une étude prospective pour savoir s'il fallait traiter l'hyperthyroïdie endogène. Malheureusement, cette étude n'est pas arrivée au bout. Vous avez sous les yeux simplement la qualité des vies des patients et le fait de les laisser, je vais passer rapidement là-dessus, de les laisser en hyperthyroïdie semble affecter la qualité des vies par rapport aux gens qu'on a traités. En fait, c'était une étude randomisée prospective, c'était un PHRC d'il y a 5 ans, où on sont donné des l'iode radioactif, sont surveillés les gens qui avaient des hyperthyroïdies endogènes par goitre multinodulaire toxique ou adénome toxique. Malheureusement, on n'a atteint que la moitié des patients et cette étude s'est interrompue faute d'inclusion. Alors, je vais finir en termes de conclusion par les recommandations de la Société française d'endocrino que je vous rappelle. Faut-il traiter une hyperthyroïdie fruste du sujet âgé ? La décision de traiter ou de surveiller doit être discutée avec le patient ou son entourage. C'est toujours le patient au centre de la discussion, un peu comme pour les recommandations pour nous endocrinos du diabète, en prenant en compte le bénéfice attendu, lui expliquer qu'effectivement, il y a un risque quand même cardiovasculaire et osseux en cas d'hyperthyroïdie endogène, essentiellement le risque de fibrillation auriculaire versus les inconvénients, l'hypothyroïdie définitive dont on a parlé. L'âge élevé, le degré de la diminution de la TSH, dont on parlait peu, mais le fait qu'elle soit complètement effondrée, l'étiologie et le terrain incitent au traitement. Sinon, la surveillance est de mise. Dernière diapo, quel traitement et quelle modalité de surveillance si on fait le choix du traitement? Si un traitement est décidé, les modalités sont les mêmes que pour une hyperthyroïdie clinique avérée. L'iode radioactif, par exemple, ou la chirurgie dont on vient de parler. Si une surveillance est décidée, elle repose sur le dosage de la TSH, de la T4 et de la T3. Je vous rappelle qu'elle n'est pas remboursée, la T3. On parlait tout à l'heure d'argent. Par contre, si c'est quelqu'un qui est à risque, je trouve que c'est justifié de doser sa T3, quelqu'un qui a des antécédents, par exemple, de fibrillation auriculaire. Après 3 mois, puis tous les 6 mois, sans limitation dans le temps. Donc là, c'est no man's land. On institue la surveillance et ça continue. L'examen clinique également est intéressant. Enfin, il faut faire également l'examen clinique pour s'assurer du maintien à rythme sinusal des patients. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.